Sitôt que le fils de Clyménée eut gravi le sentier qui monte à ce palais et qu'il fut entré dans la demeure de celui qu'il hésite à croire son père, il se dirige à pas pressés vers le visage du Dieu, mais il s'arrête à quelque distance, car il n'en pouvait supporter l'éclat de plus près. Drapé dans un vêtement de pourpre, Phébus était assis sur un trône tout brillant du feu des émeraudes. À droite et à gauche se tenaient le jour, le mois, l'année, les siècles, et placés à des intervalles réguliers, les heures. Puis le printemps, la tête ceinte d'une couronne de fleurs, l'été, nu, portant une guirlande d'épis, l'automne barbouillé des grappes qu'il a foulées, et le glacial hiver, hérissé de cheveux blancs. Au milieu d'eux, tandis que le jeune homme reste saisi de crainte devant ce spectacle merveilleux, le soleil de ses yeux qui voit tout l'a aperçu. « Pour quelle raison as-tu fait ce voyage ?» dit-il. « Qu'es-tu venu chercher sur ces hauteurs, Phaéton ? Ô mon fils, toi que ton père ne saurait renier. » Phaéton répond, « Oh, comme un flambeau du monde immense, Phébus, mon père, si tu me permets d'employer ce nom, et si Clyménée ne dissimule pas sa faute sous une mensongère allégation, donne-moi, toi qui m'as engendré, des gages qui attestent que je suis vraiment issu de toi, et chasse le doute de mon âme. » Son père enleva les rayons qui brillaient autour de sa tête et le pria de s'avancer plus près. Puis, après l'avoir embrassé, « Tu ne mérites certes pas que je te renie pour mon fils, dit-il, et Clyménée t'a fait connaître ta véritable origine. Et pour que tu n'en doutes plus, demande-moi la faveur qui te plaira. Je veux que tu l'obtiennes de moi. Que soit témoin de ma promesse le marais par lequel jurent les dieux et que mes yeux n'ont jamais vu. » À peine avait-il fini de parler que Phaéton demande le char de son père et pendant tout un jour, la faveur d'être le maître et le conducteur des chevaux aux pieds ailés. Le père se repentit de son serment, secouant 3 ou 4 fois sa tête lumineuse. « Tes paroles, dit-il, ont rendu les miennes téméraires. Que ne puis-je manquer à ma promesse ? Je l'avoue, c'est la seule chose, ô mon fils, que je te refuserai. Mais je peux te dissuader. Ce que tu veux n'est pas sans danger. C'est une grande faveur que tu demandes, Phaéton, disproportionnée à tes forces et à ton âge, enfant que tu es. Ton sort est celui d'un mortel. Ce n'est pas l'affaire d'un mortel ce que tu souhaites. Tu ambitionnes plus que ce à quoi les dieux mêmes peuvent prétendre. Ils peuvent tous être très contents d'eux, mais aucun n'a la force de monter sur le char de feu, moi excepté. Même le maître de l'immense Olympe, qui, implacable, lance sa foudre d'une main terrible, ne saurait conduire mon char. Et qu'avons-nous de plus grand que Jupiter ? Pour commencer, la route est montante et dure, au point que le matin frais encore, les chevaux ont peine à la gravir. Au milieu du ciel, elle passe à de telles hauteurs que moi-même, à voir de là la mer et la terre, souvent je prends peur et mon cœur bat, tremblant d'épouvante. À la fin, la route descend, et il faut une main ferme pour retenir les coursiers. À ce moment, Thétis elle-même, qui m'accueille dans ses ondes au bas de la pente, redoute constamment que je n'y sois précipité. Ajoute que le ciel est pris dans un tournoiement constant,
qu'il y entraîne les étoiles lointaines et que leur rotation est vertigineuse. Je lutte en sens contraire, et cette pression n'a pas raison de moi comme des autres astres, et je m'élance contre cette impétueuse révolution. Suppose que je te confie mon char. Que feras-tu? Pourras-tu affronter les pôles tournant sur eux-mêmes sans être emporté par leur giration? Et peut-être t'imagines-tu qu'il y a là-haut des bois, des villes habitées par les dieux, des sanctuaires emplis d'offrandes? Non. On chemine à travers les embûches et les figures farouches. Et tiendrais-tu la bonne route sans t'égarer? Il te faudra encore braver au passage les cornes du taureau menaçant, l'arc du sagittaire, les puissantes mâchoires du lion, le scorpion, dont les pinces redoutables se ferment sur un vaste espace, et le cancer qui courbe ses pinces différemment. Quant à mes chevaux, animés par le feu qui brûle dans leur poitrail et qu'ils soufflent par leurs naseaux, les conduire n'est pas pour toi entreprise facile. À peine me supportent-ils quand leur indomptable vigueur s'échauffe, et leur cou supporte mal les rênes. Oh, mon fils, prends garde que je ne te dispense une funeste faveur. Et puisqu'il en est temps encore, forme un vœu plus raisonnable. Pour être persuadé que tu es né de notre sang, tu demandes un gage certain. Eh bien, ce gage certain, mes craintes et mes alarmes paternelles sont la preuve que je suis ton père. Regarde bien en face mon visage. Si tu pouvais, de ton regard, fouiller dans ma poitrine et surprendre en moi mes paternels soucis. Pour en finir, jette autour de toi les yeux sur toutes les richesses du monde, et parmi tant et de si grands biens qu'offrent le ciel, la terre, la mer, demande ce que tu veux. Tu ne souffriras aucun refus. Je ne te supplie de renoncer qu'à cette seule chose, dont le vrai nom est châtiment et non honneur. Car c'est un châtiment, Phaéton, que tu demandes comme une faveur. Pourquoi enlacer mon cou insensé de tes bras caressants? Ne crains rien, il te sera accordé, je l'ai juré par les ondes du Styx, tout ce que tu auras souhaité. Mais montre en tes souhaits plus de sagesse. Tels étaient ces avertissements. Phaéton, cependant, ne veut rien entendre. Il insiste sur son projet et brûle du désir d'obtenir le char. Alors son père, après avoir temporisé autant qu'il lui était possible, le conduisit vers le char majestueux, cadeau de Vulcain,